Je commençais à avoir des ampoules de l'espace parce que les pieds trempés depuis 23 heures. Je vous mettrai une photo, j'ai pris des photos de pieds. Après, est-ce qu'on a vraiment envie de montrer nos yep? Les médias traditionnels, à chaque fois que ça sort dedans, c'est des problèmes. Genre d'où tu nous poucaves et que tu l'écris dans ton article. Un comeback des années 39, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça c'était cette fameuse fois, on avait mis un Mac de manière totalement fortuite devant l'Elysée. À la seconde où c'est diffusé sur M6. Oui, bonjour, commissariat de je sais plus quel arrondissement. J'ai jamais été en mode six-pack de ouf. J'ai été genre plutôt musclé. 6 packs de bière. Un nouveau livre qui sort bientôt. C'est pour investir en crypto-monnaie si ça vous intéresse, c'est vraiment les escrocs. Bonjour à tous, bienvenue sur Keplan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont arriver de cette vidéo Hit the Road où on a infiltré une centrale nucléaire. Si vous l'avez pas vu, vous avez évidemment le lien en description. Petit résumé pour les non-habitués de cet épisode. On est sur Keplan, notre émission, notre podcast où on parle de plein de choses. On a parfois des invités, récemment Lenk, Charles et Mélanie, où on parle de YouTube, de leurs aventures, de ce qu'on a pu vivre ensemble. Et sinon, le reste du temps, quand on n'est que tous les deux avec Paul, on vous raconte des histoires de vie, des sujets qu'on a envie de développer, ou même les off de YouTube. Aujourd'hui, on a un très gros programme avec plein de choses. Je les lance. Les journalops de Marseille, les protections quand on fait des infiltrations, les changements de plus tard dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a préparé cet été. On a une grosse annonce qui sera en fin de vidéo. Et pour ceux qui découvrent l'épisode, l'idée c'est de regarder, d'écouter ça en faisant autre chose, en voiture, dans les transports, quand vous faites le ménage, à manger, ce que vous voulez. Du sport. Et du sport aussi. Et voilà, on est dispo sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mettez 5 étoiles, ça aide pour le référencement. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, sur Keplan par Hit the Road, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aide notamment pour avoir des invités, leur montrer que le podcast, l'émission a du poids, que ça a du sens. Longue introduction, on a tout vu. Oui, mais elle est bonne, mec. Je trouve que tu fais si bien les introductions. Je suis C'est un one-shot. pantois. Ce mot existe-t-il? Bon, on attaque tout de suite sur ce pourquoi vous êtes là, le presque échec de l'infiltration de la centrale nucléaire, car on a été bien accueillis, comme vous l'avez vu, presque par la sécurité à de nombreuses fois. Ouais. Je tiens quand même à préciser qu'on est quand même sympa. Tu vois, tous les vrais youtubeurs, vu que les gens viennent pour ce sujet-là, on l'aurait caché vers la fin de la vidéo pour le watch time. Nous, on vous le balance direct, comme ça. Ceux qui veulent juste l'histoire et partir, faites ce que vous voulez. C'est ok. Il n'y a pas de galère ici, on est vraiment à la cool. Et ouais, la vidéo se termine vraiment sur ce cliffhanger de j'annonce en voix off qu'il y a une sécurité qui nous attend potentiellement à la sortie et qu'on allait vous raconter. Alors en fait, le truc, c'est que on repart par là où on est passé de nuit et au moment... Il y a un vrai chemin, vous l'avez vu, c'est super escarpé. Et donc finalement, on reprend pour s'enfuir exactement comme tu disais le chemin de l'intro. Et je tiens à saluer, et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis permis de te couper la parole, que pour une fois, c'est toi qui vois la police en premier. Oui. Parce que souvent Clem il est assez concentré sur ces histoires de caméra, tu vois. C'est un peu plus moi qui suis les yeux de regarder partout. Alors c'est arrivé quand même dans notre carrière que tu vois quand même les flics et la sécurité avant moi. Mais cette fois, c'est à saluer, c'est toi qui les vois en premier. Mais à la différence, donc la vidéo qui sortira la semaine prochaine, parce que là en septembre on vous gâte, il y a beaucoup plus de vidéos prévues. Vous allez voir qu'il y a un très bel endroit dans lequel on a fait un camping illégal et il y a eu beaucoup la sécu que je n'ai jamais vu du tournage. J'adore. Et il y a que Paul qui les a vus, heureusement. Moi, je les ai vus genre 7 fois, je nous ai fait les esquiver à chaque fois et Clem il a jamais... Enfin si, il l'a filmé du coup. Je les ai vus 2 fois, genre 2 fois sur 7. Et du coup c'est bien, ça te permet d'être ultra serein sur tes infiltrations quelque part. C'est sûr, ouais. Sécu? Non, jamais vu, tranquille. Mais pour revenir à la centrale nucléaire, c'est sûr que là en fait, vu que c'était la fin de tournage, on avait quand même remballé toutes les caméras, il y avait juste peut-être une GoPro qui traînait sur la tête, donc j'avais les yeux ailleurs que sur faire un cadre vidéo, tu vois. Donc on reprend ce chemin, et en fait le truc c'est que en haut de ce chemin unique pour sortir de la zone, t'as un sorte de petit parking où t'as des touristes qui peuvent s'arrêter ou peu importe, t'as une belle vue quand même sur la mer et sur la centrale. Et je vois qu'au moment de sortir, il y a une belle voiture de police qui nous attend, de police, la police, et donc demi-tour toutes, et en fait ils nous ont pas vus à ce moment-là. Parce qu'en fait ils sont vraiment garés, enfin en gros si tu sors du chemin directement dans le coffre dans la voiture de police, c'est-à-dire que si le coffre est ouvert, c'est presque un piège. Il le referme. Tu rentres dans le coffre et c'est parti direction comico. Parce qu'en fait c'est vraiment le seul accès. Donc il y a un peu cette suspicion de est-ce qu'ils nous ont vus aux caméras et du coup ils ont été ultra rapides le temps qu'on redonne, ou est-ce qu'ils se mettent là un peu pour aller choper tous les mecs qui sortent parce qu'ils sont plutôt sûr qu'ils sont rentrés dedans, tu vois. Mais comme on l'explique dans la vidéo, en fait, certes, tu as des touristes qui parfois peuvent passer et s'arrêter, mais concrètement, des gens, vous l'avez vu dans l'intro, quand il y a un gars qui nous cherche à la lampe torche, même si c'est une route publique,
à 2h du mat, être à côté de cet objet, ils savent très bien pourquoi t'es là. T'es pas juste là pour faire une randonnée nocturne. Il n'y a pas de village alentour, c'est un peu perdu, tu vois. Donc ils se doutent. Et du coup, nous, à ce moment-là, il y a ce truc de, ok, il y a une bagnole de police, mais ils sont pas en recherche active, ils sont juste posés dans la voiture. Est-ce qu'ils nous ont vus et qu'ils nous attendent? Est-ce qu'ils sont juste arrêtés par hasard? Et moi, je pense que c'est cette option, qu'ils étaient juste là par concours de circonstances, mais que s'ils avaient vu deux mecs plein de poussière, habillés en noir, avec des gros sacs, sortir de ce chemin qui est le seul chemin qui amène vers la centrale, je pense qu'ils, juste par principe, ils auraient contrôlé les sacs. Et quand t'as un drone, des caméras, des GoPro, ils sont pas dupes, tu vois, ils sont pas stupides. On s'était pas cassé la tête à faire une infiltration aussi discrète pour se faire taper comme des bleus à la sortie, tu vois. Ouais. Et donc là, d'instinct, tu vois, tu pars dans l'autre sens. Le problème, c'est que, comme on vous l'a dit, il y a un chemin qui mène à ce truc-là et le détour va être irréel, quoi. On avait déjà vu au repérage qu'il y avait un chemin qui descendait sur la côte, et donc on a fait demi-tour d'instant en se disant bon, on va descendre sur la côte et il y aura bien une petite remontada sur une des collines à côté pour essayer de remonter et rechoper une route. Mais ça, c'était d'instinct et c'était bien avant de constater que c'est de la falaise ultra steep, pleine de végétation qui est genre ingrimpable, que t'as un espèce de barrage un peu plus loin, pareil, super sécurisé et du coup pas accessible parce que même la grimpe est pas réalisable. Mais c'est pas faute d'avoir essayé, il y a quand même 2-3 endroits où on s'est dit bon, on coupe à travers végétation et ça passera. Mais en fait, le sol se dérobe sous tes pieds, quoi. C'est de la petite terre de merde. Avec la mer en marée haute qui, à mon avis, va presque taper dans la falaise. Donc, t'as pas vraiment d'endroit où te réfugier. Et t'as ce truc de... En fait, on a une blague entre nous. Je crois que ça remonte à il y a plus de 10-12 ans qu'on avait fait peut-être un premier petit sommet de montagne ensemble. Où il y avait eu cette légende où c'était en Suisse, où on avait vu une grande croix au loin sur genre le sommet. Ah oui. Et Paul avait dit un truc en mode « Ouais les gars, vas-y, viens, on va se promener là-bas. Dans 10 minutes, on est à la croix. » Et il y a ce fameux dans 10 minutes on est à la croix, et la réalité en montagne c'est que oui la croix a l'air d'être à 10 minutes mais tu vas mettre 2 heures parce que c'est de la montagne. Et là il y avait ça où tu m'as sorti je crois qu'il y a une plage au loin, on pourra ressortir dans 40 minutes, on y est, tu vois. Non, pas 40 minutes surtout pas 40 minutes. J'ai un peu ce tort ou cette qualité, on peut voir ça comme on veut, d'être optimiste, éternellement optimiste même, tu vois. Et je savais que c'était loin, mais je me dis bon, qu'est-ce que c'est que randonner 1 heure ou 2 quand ça fait 18 heures que tu es en tournage et que c'est pour rentrer safe au camion? Et donc, effectivement, sur le GPS, je vois que c'était un truc genre 4-5 km. Je sens quand même que tu as la flemme d'aller au bout de la plage. Donc, tu tentes quelques petites incartades de voir s'il n'y a pas une remontée qui se fait, tu vois. Le truc, c'est que en fait, la zone, il y a quand même pas mal de dénivelé et je sais que la plage que tu as repérée, elle est au plus bas du dénivelé. Donc après, il faut se retaper toute la montée pour redescendre. Enfin, vraiment, il y avait... Oui, c'est vraiment les montagnes. La configuration n'était pas optimale et moi je voyais bien que ouais, en fait ton 40 minutes on est à la plage, au bout de 40 minutes on avait fait 20% du trajet, tu vois, donc j'étais en mode là on en a pour 2-3 heures, c'est désagréable, j'ai une dalle monstrueuse parce qu'il était 15-16 heures déjà, on était quand même sur place depuis 23h minuit, tu vois, donc non, ça fait du tout le trajet, en plus le poids des sacs, je commençais à avoir mal aux yep, j'étais en mode j'ai vraiment la flemme. Et le truc, c'est que ça, je le constate trop tard parce qu'on avait déjà fait trop de chemin pour dire vas-y, on fait demi-tour. Mais j'étais en mode, je sais que les flics, ils n'étaient pas de manière active pour nous, que c'est juste un concours de circonstances et qu'on aurait juste dû faire une petite sieste réparatrice cachée en bas dans les fourrés et attendre 1 heure ou 2 qu'ils partent. Sauf que ça faisait déjà 3 heures qu'on marchait vers la plage et qu'on n'allait pas refaire 3 heures derrière, tu vois, autant aller au bout des choses, quoi. Et puis moi, je me dis, bon, allez, on n'est pas 1h30 de randonnée près, et puis j'aime bien marcher, tu vois. Donc Mais c'est vrai que le relief était escarpé, que ça commençait à fatiguer là avec tout le tournage de la veille. Ouais. Et donc on arrive, je crois, au bout d'1h20 à cette espèce de plage. Et à partir de là, en fait, rien n'est joué parce qu'il nous reste encore, je pense, genre bien 10 km de marche pour retourner au camion. Parce que vraiment, le détour était infernal. Ouais, non, c'était l'enfer. Et donc à partir de là, on se dit, bon, je pense que là, il n'y a plus aucun moyen qui nous suspecte si on se croise. Donc on va essayer de faire un beau détour, mais quand même aller au plus vite. Et t'as ce truc-là aussi, il y a une seule route principale finalement qui serpente sur toute la côte. Et que même si on est 8, 9, 10 km ailleurs que l'accès à la centrale, c'est la route principale. Donc si les flics passent sur la route, peut-être qu'ils peuvent nous poser une question parce qu'encore une fois, il n'y a pas de trottoir, c'est pas un endroit où les gens sont
censés trop se balader. Donc 2 mecs avec des sacs noirs qui marchent au milieu de la route sans raison, ils auraient juste fait un contrôle de routine pour savoir qu'est-ce que vous faites là, tu vois. Et encore une fois, il y a les armes du crime dans le sac, il y a les caméras, il y a les GoPro, il y a les drones, il y a tout. Quand t'expliquais justement déjà le détour, j'étais en train de me dire, attends, je sais que j'avais mal aux pieds, mais pourquoi j'avais mal aux pieds? C'est que toute l'infiltration de nuit, les embruns de la mer, la pluie, en fait, on a passé 15 heures à macérer dans nos godasses. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, c'était ça, c'est que je commençais à avoir des ampoules de l'espace parce que les pieds trempés depuis 23 heures. Je vous mettrai une photo, j'ai pris des photos de pieds. C'était, ouais, alors est-ce que je l'ai fait moi aussi ou non, c'était que les tiens, mais je crois qu'après, est-ce qu'on a vraiment envie de montrer nos yep? Alors, la photo s'affiche dans 5 secondes. Si vous ne voulez pas regarder, fermez les yeux, elle sera à l'écran pendant le temps où je fais ce petit bruit. C'est fini. Vous pouvez reprendre le visionnage de cette vidéo. Et sinon, vous nous écoutez sur les plateformes de podcast sur lesquelles il faut laisser 5 étoiles et voilà, vous avez juste l'audio et pas la dégueulasserie. Mais bref, on avance un peu. En gros, on finit par continuer dans ces chemins de camion. On arrive dans une sorte de ferme où il y a un mec qui est dans son camion et en fait, il nous voit, il comprend pas pourquoi on est là parce que on arrive de la mer, mais c'est pas praticable, donc il sait pas pourquoi on est là. On escalade son portail, on est globalement sur le bord de la route et là, je crois qu'on fait peut-être 10 minutes avant de rejoindre un autre chemin, une piste qui devrait nous faire couper à travers la montagne. Et là, moi je me rappelle, t'en as plein le cul. Ouais, non, j'en peux plus. T'es au bout du bout. Moi, physiquement, ça va encore, mais je sens que je vais aller plus vite sans les sacs, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est juste plus efficace que toi, tu m'attends avec les sacs et que j'allais juste speedrun au camion. Ouais. Parce que le chemin était un peu incertain. Il y avait un chemin quand même plus rapide que la route. J'ai choisi de prendre celui-là, c'était sûrement une erreur. Et en fait, tout du long du chemin que je vais vous raconter à l'instant, j'étais en train de me dire, mais vraiment, heureusement qu'il m'a pas suivi quand même, parce que tu m'aurais juste détesté, quoi. J'aurais arrêté YouTube, en fait. Ah non, mais en fait, donc j'ai essayé de tirer droit dans la végétation. Non, déjà, toi, t'es le mec qui, tu sais, Paul, il regarde Maps, satellite, et quand il y a un bout de marron sur Maps, il cherche pas à comprendre si c'est un tronc d'arbre, une piste ou juste une coulée de boue. Pour lui, c'est en mode, c'est un chemin. On peut même limite rouler en camion, limite. Tu sais que je tiens ça de mon père qui, historiquement, nous a toujours fait faire des balades à la machette. Okay. Tu vois, genre, il ouvrait du chemin, tu sais, genre, j'avais nettoyé les petites branches et tout, mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à tirer droit dans les ronciers en levant les jambes assez haut pour passer au-dessus. Mais là, j'ai trouvé des ronciers où je me suis dit, cette fois, qui s'y frotte s'y pique. Parce que bref, j'étais au bout du bout. Je vais vous raconter. En fait, comme c'est vallonné, il y a des petites vallées avec des cours d'eau au milieu. Forcément, une végétation dense autour des cours d'eau. Il y a des maxi ronciers. J'étais en train de ramper dans les chemins de sangliers, en train de me dire, j'aurais peut-être dû prendre la route quand même. Et à un moment, je débouche dans la rivière. Et là, en face de moi, c'est une pente, mais genre ultra raide, full ronce. On a fait le tour du cadran avec ce tournage éternel et cette fuite qui n'était pas forcément nécessaire. Et là, il commence à faire nuit. Dans pas longtemps, j'y vois encore moins le chemin que de base, je ne voyais pas de mes propres yeux, tu vois. Et je vois qu'il y a eu des chemins forestiers creusés, mais ils ont été tellement bouffés par la végétation. Je vois aucun chemin. Je fais, attends, mais je me suis vraiment dit, tu sais quoi, Nick. Et mec, genre là, j'ai fait le deuil de mon crâne et de mes mains et tout. Et j'ai pris les ronciers, genre vraiment à la main, tu vois, j'ai tiré les ronces. De temps en temps, un bout d'arbre un peu robuste ou un bout de feuille qui n'était pas une ronce, qui m'aidait un peu à me tracter. Ouais. Mec, j'étais dans les ronciers en train de tirer. Et tu sais, j'avais les ronces qui me grattaient le crâne et tout. Et ouais, j'ai saigné un peu du cuir chevelu après. Dis-toi que pendant que tu étais en train de trifouiller dans tes ronciers, donc moi j'attendais avec les sacs un peu plus loin et j'étais tellement dans la PLS de la fatigue parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit, donc et puis la veille on avait fait beaucoup de routes, on avait peu dormi. À un moment je me suis allongé par terre, je me suis endormi, tu vois, même l'espèce de boue là par terre. Et il y a eu une averse et d'un coup je me réveille dans mon sommeil où il me pleut dessus et j'ai pas de veste, j'ai rien, donc je me réfugie sous les sacs de matos et en même temps je les protège pour pas qu'ils soient trop mouillés. Et je me suis endormi en faisant des cauchemars, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais dans une autre galaxie et d'un coup j'entends dans mon réveil, enfin dans mon rêve pardon, une sorte de klaxon, de truc qui me sort du sommeil. Et en fait, c'était toi qui étais déjà arrivé. Et en gros, j'ai pas mal dormi pendant que t'étais en train de te faire gratter le cerveau. J'étais dégoûté. Et non, donc ouais, je t'ai vite récupéré et c'en était fini de ce calvaire. Quand on reprenait la route, c'était pas pour aller à l'hôtel et profiter, c'était pour aller jusqu'en France pour récupérer nos nouvelles motos. Mais je crois qu'on l'a déjà raconté plus ou moins. Je sais plus, je suis perdu moi dans ces épisodes. Dans ce sujet, c'est vrai qu'il y a eu un peu d'anachronisme avec ce qu'est Plan du
sale où on a bien râlé sur tout le monde, c'est vrai. qui est sorti il y a quelques temps. Ce qui conclut donc l'infiltration dans cette centrale, et peut-être qu'on aura le droit à un bel article d'Actu Marseille. Peut-être, ouais, mais pour vraiment mettre un point final, donc on s'est pas fait attraper, c'était quand même ça le truc, c'est qu'on laisse le suspense dans la vidéo, mais on s'est pas fait attraper, la vidéo est sortie, allez la voir, elle est vraiment très très chouette, on est très content des images, du rendu. Il y a toujours une leçon à tirer, et la leçon de ce truc-là, c'est que plutôt que se précipiter dans la randonnée interminable qui a pris plus de 5 heures, parfois, il vaut mieux temporiser. Mais très souvent, en fait, la meilleure option, c'est de ne rien faire. Voilà, juste se cacher et attendre que ça se tasse. Bien se cacher, attention. Il y a eu cette belle traversée de Marseille qui est sortie cet été, qui était une très bonne vidéo. Et comme d'habitude, est-ce qu'on dit journalope? C'est quand même violent, journalope. Mais c'est que journalope, c'est... Mais en fait, j'adore ce terme, ce qui me fait rire. Ouais, moi, ça me fait rigoler. C'est incisif, journalope. Et en même temps... Il nous casse les pieds. Alors, les médias traditionnels, à chaque fois que ça sort dedans, c'est des problèmes. Mais on a eu donc un bel article dans Actu Marseille qui relatait de notre traversée. Vous verrez un peu le ton de l'article. Chacun a son interprétation. Mais en tout cas, cet article se finissait par « Nous avons contacté les autorités compétentes qui n'ont pas souhaité faire de commentaires. » Non mais d'où tu nous poucaves et que tu l'écris dans ton article. J'ai quand même prévenu la police de ce que j'ai vu, et en fait ils s'en foutent, quoi, parce qu'il n'y a pas grand chose dedans. En fait, cet article, c'est vraiment un comeback des années 39, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, t'as un type qui voit notre vidéo sur YouTube qui se dit « Ok, cool, la vidéo d'Hit the Road. Je vais quand même écrire un truc dessus pour que tout le monde soit au courant de ce qu'ils ont fait, alors que la vidéo se suffit en elle-même, pas besoin de faire un article. Ouais. Et c'est surtout que le gars se dit « Je vais faire un article et dans le doute, je vais quand même appeler la police de Marseille, savoir ce qu'ils en pensent. » Je vais quand même poucave, tu vois. Alors, nous, quand on a écrit ce petit bout de sujet, cette petite incartade quand même pour remettre dans le droit chemin le journalisme français, je rigole, la prétention du type. Non, je rigole. Bon, on a quand même écrit ce sujet en le synthétisant par journalope de Vichy. Tant qu'à faire, si ça peut faire un appel à témoins, si vous êtes journaliste, que vous travaillez dans un journal, à la télé, à la radio, ne faites jamais d'articles sur nous, par pitié, on ne veut pas apparaître dans les médias tradis. Sauf quand on a un livre à vendre. Voilà. Ça, c'est ok, les gars. Et encore que, on se fait traiter de macaque ou de trucs bizarres vous avez vu les épisodes sur les malaises TV. Mais non, d'une manière générale, en fait, comme on l'a déjà souvent répété, c'est qu'il y a un vrai monde entre le média vraiment tradit et les réseaux sociaux. Ça communique de plus en plus entre les deux, mais il y a quand même un côté comme s'il y avait un peu un mur de Berlin entre les deux, pour rester dans la thématique. Et historiquement, dès qu'il y a eu une chaîne de télé ou un journaliste papier qui a eu la bonne idée tout seul de faire un article alors qu'on n'a rien demandé et qu'on refuse à chaque fois toutes les interventions du type, et ça a toujours amené des problèmes. Il s'agit quand même de poucave, quoi. Abstenez-vous, les gens à la notif, ils sont abonnés, et quand même presque 1 million de personnes qui le voient. Je pense que voilà, c'est pas une flash news qu'on fait des vidéos sur internet depuis 15 ans, quoi. C'est ça. Bon. Mais en fait, le truc, c'est que on a souvent remarqué que les gens qui consomment de la télé, pour prendre l'exemple de la télé, ils ne consomment souvent que de la télé et très peu de YouTube. Donc, c'est-à-dire que quand tu es invité dans une émission de télé, la conversion des spectateurs de l'émission télé qui vont ensuite aller te follow sur YouTube, elle est très faible. Le meilleur exemple, c'est Ninja Warrior que j'ai fait pendant 7 ans. Ouais. Pendant 7 ans, j'étais beaucoup mis en avant, j'étais tout le temps en finale, on a tout le temps parlé de moi. J'ai fait le forcing pour qu'on parle tout le temps de ma chaîne YouTube alors que TF1 voulait pas. Et malgré tout, à chaque diffusion, on gagnait genre 1000 abonnés, alors que tous les jours, sans rien faire, il y a 500, 600 personnes qui s'abonnent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si tu veux, les médias mainstream et tradis veulent attirer une audience jeune en, tu vois, faisant du contenu sur ce que regardent les jeunes aujourd'hui. It's zero. Non, pas trop, puisqu'on a une communauté plutôt vieillissante. Non, je rigole, mais la tendance s'est un peu inversée, dans le sens où ces médias traditionnels qui sont un peu mourants veulent faire des sujets avec des trucs de l'Internet pour amener le monde de l'Internet sur ces médias-là. Peut-être qu'en fait, ils opèrent simplement une transition et qu'ils sont juste en train de se transformer, de se mettre un peu à la page, et qu'en fait, leur refuser ça, ce n'est pas à nous de le faire. À réfléchir, parce que c'est très rigolo, parce que donc je pense notamment à M6 qui nous avait piqué des images pour leur 12-45. On peut le raconter, parce que ça a amené loin, mais juste pour finir sur la conversion, pour parler vraiment chiffres concrets, dites-vous que la première saison de Ninja Warrior, qui a été la saison la plus vue de son histoire, c'était, si je dis pas de conneries, 5 ou 6 millions de téléspectateurs abonnés à notre chaîne YouTube suite à la diffusion de l'épisode dans lequel j'étais. On a dû gagner 2-3 000 abonnés. 6 millions
3000 abonnés. Tu vois, la conversion est ridicule. Genre, si on avait le même pourcentage de taux de conversion quand on fait une OP sponsorisée sur Hit the Road, les marques arrêteraient de travailler avec nous. Tu vois, c'est pas possible d'avoir si peu de conversion. Donc oui, non, en termes de chiffres, ça nous apporte rien. C'est pour ça que, encore une fois, si vous êtes dans ces médias et que vous avez la bonne idée de faire un sujet sur nous, ne le faites pas. Sauf si on vient vous contacter pour un livre ou ce genre de choses. Mais pitié, parce que ça amène trop de problèmes derrière et je pense que tu peux en parler avec M6, quoi. Mais moi, je voulais rebondir sur autre chose. Eux piquent nos images pour illustrer les méchantes choses qu'on a fait. Et par contre, quand nous, on prend leurs images de nous pour les mettre dans un documentaire et on peut parler de ce sujet aussi et qu'on veut ensuite exploiter leurs images, eux veulent nous faire payer nos images exploitées par eux-mêmes. C'est genre c'est fou ça, tu vois, genre là en gros on était en train d'essayer d'exploiter les documentaires, d'exploiter la télé en quelque sorte, d'exploiter les 3 documentaires qu'on a fait pour voir s'ils n'ont pas une place en télé, et dans ce cadre-là il faut qu'on soit propriétaire de toutes les images, dont certaines émissions qui ont parlé de nous, mais ils veulent nous faire payer nos propres images chez eux. C'est fou. Je vais balancer les chiffres parce qu'il n'y a rien de confidentiel et on peut les balancer. Donc on a 3 documentaires. Explore, L'Homme de Rio, Buran. Donc c'était 3 aventures différentes. Si vous êtes membre payant sur la chaîne YouTube Hit the Road, vous y avez accès. Sinon vous avez aussi accès sur Vimeo. On vous remettra tous les liens en description. Je fais de la promo, hein, j'en ai rien à foutre maintenant. C'est open bar 2025, c'est bon, on y va. Et puis de toute façon, alors, un peu comme MXM, t'adores l'argent et t'as un projet très enrichissant. Clem, il a son projet de baraque en autoconstruction rénové et tout. Il y a vraiment un moment, il faut qu'il le finance, quoi. J'aimerais acheter le terrain qui est très cher. Ouais. Mais bref, on pourra en reparler aussi plus tard. Mais non, enfin, du coup, pour reparler les chiffres, donc il y a une boîte qui nous a contactés, qui sont très cool, qui en fait, eux, sont des intermédiaires entre des créateurs de contenu et la télévision. Et ils essayent en fait de vendre soit des vidéos YouTube, soit des projets type documentaire comme on a fait à des télés. Et ça se passe bien, ils discutent avec des télés, il y a des télés intéressées. Mais du coup, comme tu le disais, il y a une grosse différence entre avoir les droits propriétaires de ce que tu utilises pour une diffusion internet et une diffusion télé. C'est-à-dire que nous, par exemple, pour toutes nos vidéos YouTube, on est abonné de manière payante à des sites qui te mettent à disposition des musiques libres de droit. Mais dès que tu veux faire une diffusion télé, ton abonnement que tu payes 40 balles par mois, c'est plus les mêmes tarifs. Pour vous donner un exemple très concret, par exemple, il y a une bibliothèque où pour les vidéos YouTube, on paye 40 € par mois et très bien. Je les ai appelés en mode, tiens, on va peut-être faire une diffusion télé, est-ce qu'il y a des droits supplémentaires à payer? Ils m'ont dit oui, très bien. Combien sont-ils? Moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, ton abonnement à 40 €, il est un peu light, tu vas passer à l'abonnement premium plus à 120 € par mois, pas de souci. Non. Une seule musique, sachant qu'en moyenne, dans un documentaire, on parle de 30, 40, 50 musiques. Une seule musique de cette bibliothèque, pour pouvoir la diffuser en télé, on est sur un tarif compris entre 1000 et 1500 € la musique. Donc maintenant, vous faites le calcul, 30, 40 musiques fois 1500 €. Donc en fait, on est en train de se rendre compte qu'on ne va pas vendre à la télé parce que la télé nous achètera jamais un documentaire 100 000 € pour juste couvrir les droits de musique. Et là, je vous parle de la musique. Il faudra faire recomposer si on veut faire cette vente. Potentiellement. Trouver des manières détournées. Sur le documentaire L'Homme de Rio, en fait, le documentaire commence par juste un extrait de 10 secondes de LCI et de RMC Info, je crois. Et l'extrait vraiment le début du documentaire, la seconde 0, c'est 2 youtubeurs se sont fait arrêter sur le Christ Rédempteur. On verra pas les images sur Internet, ça fera pas des belles photos sur Instagram. Et nous, du coup, le documentaire commence par la voix off qui dit c'est ce qu'ils ont cru, et on raconte toute l'histoire de comment on a construit cette infiltration dans L'Homme de Rio, comment on a récupéré les cartes, les images. Et du coup, j'ai contacté TF1 et RMC et ils m'ont dit pour les 10 secondes que vous utilisez où en fait vraiment le plateau télé parle de nous, met quelques images de nous pour illustrer le propos. Donc nous, on veut juste récupérer les images de ce plateau télé. Et en plus, dedans, il y a nos images. Et je crois que pareil, c'était dans les 5000 € pour 10 secondes. Alors, ça, c'est ouf parce qu'il faut prendre le temps de schématiser un peu. C'est-à-dire qu'eux, ils font du blé en parlant de nous et en utilisant nos images, parce qu'ils font du blé, parce qu'ils créent du contenu. Exactement. Et ils monétisent avec la publicité. C'est le même modèle que YouTube finalement, tu vois. Et donc, mais par contre, sans nous demander, sans nous payer. Exactement. Et par contre, l'inverse. Ah, attention, hein, il faut qu'on paye nous. C'est fou. C'est incroyable. Ça, le meilleur exemple. Sur le principe même, tu vois, c'est affreusement injuste. T'as exactement le même principe pour Ninja Warrior et ça a été mon combat pendant 7 ans et ça fait partie des quelques trucs qui m'ont fait arrêter parce que ça m'a gonflé avec le temps. C'est que pareil, Ninja Warrior, quand ils me présentaient sur TF1 en prime time, donc c'est le moment où la pub est la plus élevée pour eux, et parfois ils adoraient annoncer que j'allais passer, mettre la coupure pub parce que les gens veulent voir le bon passage et me diffuser après la pub pour vraiment maximiser l'argent au max, tu vois. Et donc moi, pour faire Ninja Warrior, je suis pas payé. Bon, il n'y a pas de problème, ça fait partie du jeu. Et derrière, ils utilisent
utilisent mes images, mais moi, ils me payent jamais et ils ne veulent pas me payer, ça fait partie de la politique, en mode, on récupère tes images sur YouTube et on te donne pas un centime. Pire encore, quand je veux faire ma vidéo YouTube qui parle uniquement de mon propre passage, je diffuse forcément des images de l'émission, et là, t'as le robot YouTube strike en mode image de TF1, la vidéo est bloquée dans le monde entier. Donc moi, j'appelle la production, faites quelque chose, et ça traîne, et du coup, au fur et à mesure des années, moi, je signais des contrats supplémentaires que le candidat lambda n'avait pas, pour dire, j'ai le droit d'utiliser les images de TF1 à titre gracieux pour illustrer mes vidéos YouTube, et malgré ça, tous les ans, je me faisais strike les vidéos, je me les faisais bloquer, et c'était une bataille constante avec le juridique de TF1. Et en fait, c'est ouf que, dans un sens, télé vers YouTube, c'est vraiment le Far West, ils font ce qu'ils veulent, ils nous prennent les vidéos, on peut pas demander à être payé pour ça, on se fait enculer, pour dire les termes. Mais dans l'autre sens, 10 secondes d'un truc qui parle de moi-même, ils me demandent 5000 €, c'est fou, et ça me rend dingue, Il y a un vrai problème là-dessus, et c'est vraiment pénible, en fait, d'avoir une injustice pareille, dans un sens, ils font ce qu'ils veulent, et dans l'autre, on doit payer des sommes complètement folles, quoi. Et donc, ça, c'était cette fameuse fois, on avait mis un Mac de manière totalement fortuite devant l'Élysée, sous une grue, qui du coup nous donnait un point de vue privilégié sur l'Élysée, et c'était ça l'erreur, mais c'était une vraie erreur puisqu'on cherchait notre grue de nuit sans regarder forcément le tracé des rues, et qu'on s'était retrouvé à lever le nez, trouver une grue, grimper, foutre la Mac, tu vois. Ouais. Et en fait, la proximité de l'Élysée n'était pas un souhait, c'est juste, c'est la seule grue qu'on a trouvée dans la nuit à Paris, et nous-mêmes au réveil, en fait, on était surpris de se dire, mais attends, et dans la vidéo on le dit, genre, mais c'est pas l'Élysée, tu vois, même nous on était en mode donc, surpris. Si tu vois, on est en train de faire le café, un peu les yeux dans le pâté, et ce serait pas les jardins de M. Macron. La vidéo est très marrante et je comprends pourquoi ils ont voulu articuler sur nous. Mais du coup, le 12h45, en gros, c'est à la fin de leur... parce que je crois que c'est le journal de 12h45. Et à la fin, je crois qu'ils ont une rubrique qui s'appelle Insolites réseaux sociaux. Et du coup, c'est là où ils étaient en mode des youtubeurs ont dormi illégalement sous une grue devant l'Élysée. Oh là là, c'est sacrément drôle. Sauf que, comme on vous le répète souvent, les autorités, que ce soit la police ou des gens type du gouvernement, regardent beaucoup la télé, mais très peu YouTube. Et du coup, quand la vidéo sort sur YouTube, silence radio pendant 3-4 mois, aucun problème. À la seconde où c'est diffusé sur M6, je crois que c'est 2 jours après. Oui, bonjour, commissariat de je sais plus quel arrondissement. On a vu sur M6 que vous aviez dormi sur une grue sous l'Élysée. Et puis là, on n'est pas tombé sur des gens, comme d'habitude, en fait, voient qu'il n'y a pas grand-chose et que machin. Il n'y a pas mort d'homme, le chantier a été démonté entre-temps, limite. Tu vois, on n'est pas tombé sur quelqu'un comme ça. On est tombé sur quelqu'un dont l'instruction était claire de nous mettre la sauce. Mais c'est vrai qu'on l'a déjà expliqué dans un précédent épisode que historiquement, bizarrement, dans la police et dans l'armée, il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos et qui les apprécient parce que j'imagine ils retrouvent le côté dépassement de soi, déplacement, etc. Tu vois, il y a des trucs très similaires dans la manière de procéder pour nos infiltrations et on fait de mal à personne. Mais là, on est tombé vraiment sur le policier qui, d'une, avait la consigne de nous mettre le truc le plus vénère possible et de deux, nous regarder de haut, nous mépriser et nous a cassé les pieds. Il nous a retenus pendant des heures au commissariat alors qu'il n'y avait même pas de garde à vue. En fait, c'est ça le truc tendancieux, c'est qu'il nous l'a bien dit qu'on n'était pas en garde à vue, donc techniquement on aurait pu dire j'ai pas envie de répondre à tes questions, merci, au revoir, mais on savait que si on n'était pas coopératif et qu'on décidait de jouer la tête de con, mais on était dans notre droit, se joue contre toi, il allait nous mettre, il allait vraiment appeler le procureur ou le magistrat ou je sais pas qui au-dessus de lui pour dire mettez-leur la peine maximale. La sauce, comme on dit. En fait, si vous voulez, si on a vraiment un conseil à vous donner pour tous ceux qui se retrouvent dans des procédures comme ça, il faut jouer avec les règles du jeu, en jouant sur des circonstances qui pourront vous être clémente. C'est clairement de la diplomatie dans son terme le plus pur, tu vois. C'est se présenter dans le meilleur jour possible pour que des actions aussi dans votre sens, délictueuses qu'elles soient puissent être comprises. Parce que si ce tu serait commences... le petit conseil qu'on aura donné avec ces quelques années d'interaction judiciaire, on va dire ça comme ça. Mais on le voit aussi, tu vois, ne serait-ce que si vous faites de l'explo, qu'il y a la police qui vous récupère en bas d'un spot, si tout de suite vous êtes en mode à être un peu agressif ou à être en mode je connais mes droits, vous n'avez pas le droit de m'arrêter, ou vous commencez à faire le malin sur les lois, même si vous êtes dans votre droit, n'oubliez pas que ça reste des policiers, que s'ils veulent vous mettre la sauce, ils vous mettront la maxi sauce, ils trouveront toujours un moyen de... Voilà. Quand on a des bonnes expériences avec la police, et c'est aussi pour ça qu'on met en vidéo quand ça se passe bien et quand ça se passe mal, on peut
aimer ou détester la police, chacun son avis, mais il faut pas oublier que ça reste juste des humains, que c'est un travail, qu'ils ont aussi un cerveau et qu'ils réfléchissent a priori, et que quand toute la journée ils ont des affaires casse-couilles où ils se font agresser, caillasser machin, même si vous êtes en tort, que vous êtes sympa, que vous dites bonjour, que vous vous présentez bien, etc., le gars va être beaucoup plus apaisé. Et l'idée c'est pas de brosser le policier dans le sens du poil, machin truc, c'est juste vous sortir d'une situation. Là on pense de manière égoïste, l'idée c'est de vous sortir de la merde, parce que même si c'est pas méchant ce qu'on fait, de grimper une grue, de faire de l'urbex, on est quand même en tort, faut pas l'oublier, tu vois. Et du coup, le plus tu peux être un peu cool avec la personne, le plus il va se détendre, et le plus il va comprendre que tu fais rien de mal, que c'est juste une passion, que tu viens faire des photos. Et la plupart du temps, ça se passe bien. En vrai de vrai, la plupart du temps, la réalité, c'est que ça se passe globalement bien. Je parle là, évidemment, dans notre type d'activité, et dans ce type d'infraction, entre guillemets, tu vois. Mais vraiment, la vie en général, je trouve que c'est vachement un jeu vidéo, dans le sens où il y a des règles, t'as le droit de tricher. Maintenant, après, si tu te fais attraper, à toi de te démerder pour pas prendre trop cher. Et en fait, tout est qu'une question de curseur, de comment te faufiler dans cette jungle de la vie. Et là, je parle vraiment de manière purement égoïste, genre t'as un peu triché, genre t'as pas respecté la loi, t'as grimpé un truc, t'as pas le droit. Tu te fais prendre en train de tricher. Bon, du coup, t'es un policier, tu sais que dans les règles du jeu, il a plus de pouvoir que toi et il peut vraiment te mettre dans la merde. Donc maintenant, il faut que t'arrives à trouver le petit chemin détourné pour le brosser dans le sens du poil, pour arriver à le mettre dans ta poche et à t'en sortir. C'est plus dans ce sens-là, tu vois, c'était pas une revendication de il faut adorer ou haïr la police. Malgré le fait qu'on a essayé de présenter nos actions dans le meilleur jour possible, si tu veux, on a senti que ce gars-là avait vraiment des instructions supérieures de nous mettre la sauce. Et on va lui expliquer, ça s'est fini sur un rappel à la loi, je vais vous raconter ça tout de suite, parce que mine de rien, il y avait un peu de mal à qualifier nos actions d'un point de vue vraiment judiciaire, car c'est souvent trop farfelu ce qu'on fait, tu vois. Il n'y a pas de loi qui encadre. Il y a une loi qui l'encadre, comme tu dis, tu vois. Donc on était effectivement rentré dans le domicile d'un chantier, mais bon, après il fallait encore que le chantier soit réellement un domicile pour qu'on ait commis une violation de domicile. Et c'est au final ce qui a été retenu, avec les termes suivants qui m'ont fait beaucoup rigoler, s'être maintenu dans le domicile du chantier avec, en l'espèce, un hamac. C'est-à-dire que je me suis maintenu à l'aide du hamac dans le domicile du chantier. Enfin, je veux dire, ça devient assez farfelu, tu vois. Quand même. C'est dans ce cadre-là, je pense que le juge ou le magistrat qui doit finalement choisir quoi nous mettre, j'aimerais bien être dans ce bureau en mode petite souris pour juste quand ils ouvrent le dossier et qu'ils lisent. Tu sais, je pense qu'il y a un truc de bug de attends quoi, un hamac dans un chantier, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Et en fait, ce qui est assez pénible finalement dans le rappel à la loi, c'est que comme on te rappelle juste la loi, tu peux pas dire non, me rappelez pas la loi. Tu veux pas le contester. Et du coup, donc, ce rappel à la loi sur une violation de domicile, c'est finalement assez pénible parce que ça aggrave ton cas sur une future violation de domicile. T'as rien, c'est juste vraiment, on te tape sur les doigts en mode tu recommences pas, mais ça dure 5 ans, 5 ans c'est quand même long dans une vie, et si on te rechoppe pour les mêmes faits, tu seras pas condamné en mode c'est la première fois qu'on t'attrape, c'est en mode c'est une récidive parce qu'il y a le rappel à la loi. Ce qui fait que demain, on refait une grue en France, on se refait choper, là ça va beaucoup plus loin parce qu'on sera considéré comme étant en récidive, et là on va vraiment prendre le tarif. Donc c'est là le truc tendancieux du rappel à la loi, c'est qu'en soi c'est rien, mais pour la suite ça t'handicape beaucoup quand tu fais ce genre d'activité à temps plein, j'ai envie de te dire. Et donc là on essaie d'être très très malin sur les endroits et les sujets pour jouer un peu entre les lignes pour pas se faire avoir de la même sorte. Mais ouais, du coup tu vois, c'est le contre-exemple de ce qu'on racontait avant, c'est que parfois t'as des flics qui sont totalement compréhensifs, mais alors lui vraiment il était borné de c'est interdit, il faut que je vous mette la maxi sauce, et même parce que du coup je sais plus si c'est une juge ou une magistrate qui nous a remis le rappel à la loi dans les mains, on avait dû se présenter dans un bureau, je sais plus où dans Paris là. Sachant qu'on est un peu, tu vois, pas souvent à Paris, donc c'était compliqué. Ouais, tu prends des billets d'avion juste pour aller te rendre physiquement, parce que tu es obligé d'y aller physiquement. Parce que c'est très important justement avec ces échéances de justice de pour le coup se présenter réellement là où tu es attendu, parce que si t'es pas là pour te défendre, et en fait les absents ont toujours tort. Et donc ça, quand tu manques les rendez-vous, quand t'es pas ponctuel, ça montre pas du sérieux, et souvent tu te prends la maxi sauce alors que tu aurais pu l'éviter juste en venant t'expliquer. Moi je trouve ça passionnant en fait, toutes ces histoires, c'est que cette vie qu'on mène nous amène à des trucs où dans une vie classique, normalement t'es pas trop confronté à la justice, ce genre de choses, et moi je trouve ça trop intéressant à titre perso de voir c'est quoi les rouages du système judiciaire, de comment ça se passe, parce que tu vois aussi beaucoup d'anomalies. Quand on a rencontré cette, on va dire une juge pour simplifier, qui nous a remis ce rappel à la loi, la meuf était vraiment super sympa, elle était en mode fan entre guillemets, genre elle était en mode ok vous faites des photos et tout, elle avait vraiment capté le côté faire des belles images et tout, donc elle était plutôt de notre côté, et elle aurait aimé ne pas nous mettre un rappel à la loi, mais elle était en mode par rapport à la
la procédure et tout. Moi, je dois juste vous le remettre, mais je peux pas remettre en cause ce que ce policier a mis dans son rapport et a envoyé au tribunal, au greffe ou je sais pas où. Et du coup, tu vois tout ce truc où tu avais une personne à la fin qui était de notre côté, le policier qui était complètement contre nous et l'un peut pas trop annuler ce que l'autre a fait. Tu vois, t'es un peu pris dans une machine infernale où bah voilà, ton sort parfois dépend d'une personne et même si tous les autres après n'approuvent pas ce que le premier gars, le policier a fait, bah en fait tant pis, t'es foutu parce que c'est rentré dans la machine quoi. En tout cas, c'est intéressant de devoir effectivement travailler avec des avocats, avec du juridique, tu vois, c'est un travail qui est réellement intéressant, mais quelque part, c'est aussi ta responsabilité personnelle que t'engages, tu vois. C'est-à-dire que bon, on fait des actes dans le cadre de cette activité artistique, de production, machin et tout, mais c'est vrai qu'on reste quand même, tu vois, pénalement responsable à titre personnel de nos actions, tu vois. C'est pas, oh non, j'ai fait ça pour le boulot. Ouais, voyez ça avec ma société. Voyez ça avec ma société, c'est... La société, c'est moi, donc... Non, et puis, enfin, voilà, t'es responsable de tes conneries, tu vois, quelque part. Autre sujet, les conseils de sécurité. En commentaire YouTube, parce que comme on vous le dit à chaque fois, on lit tous les commentaires, il y a toujours 2-3 personnes qui sont là. Franchement, les gars, vidéo sympa, mais pensez à mettre un casque quand vous êtes dans des tunnels. En fait, on voit à chaque fois les professionnels du milieu, notamment parfois les milieux fermés, prenez un détecteur d'oxygène. Ouais. Alors, vous avez raison sur les lieux fermés, mais il y a quand même énormément de lieux qu'on explore qui sont quand même assez ventilés. Tu vois, donc c'est vrai que c'est pas forcément une nécessité dans des endroits qui quand même ventilent, mais il est vrai. En fait, moi, ce qui me fait trop rire, c'est que aller sur des gratte-ciel, marcher en équilibre sur des grues où tu as vraiment 3 cm pour poser ton pied, pas de souci. Mais par contre, quand vous êtes dans un tunnel abandonné, mettez un casque, c'est primordial. Moi, c'est pas, je suis d'accord, faut avoir des équipements de sécurité, des machins, mais c'est plus vraiment les deux opposés où concrètement, quand même, on est beaucoup dans des trucs supposément dangereux, mais ce qui t'importe le plus, c'est que je mette un casque dans un tunnel plutôt. Alors, tu vois, en fait, c'est juste que le milieu gratte-ciel n'est pas un milieu codifié avec des EPI pour les roofers. C'est sûr, c'est sûr. Entre guillemets pas. Et donc, par contre, le milieu souterrain grotte a ses codes. Ouais, non, c'est vrai. Pour les faire de manière officielle. Et donc, c'est vrai qu'on a les officiels des milieux qui nous disent nous, on a des détecteurs d'oxygène et des casques. Mais vous avez raison. Mais par contre, moi, un commentaire qui, sur les gratte-ciel, me ravit, c'est le commentaire qui dit mais prenez un parachute. Prenez un parachute, s'il vous plaît. Ça me rassurerait réellement de vous savoir avec un parachute sur le dos. La réalité en est un peu tout autre. C'est-à-dire que si tu trébuches et tu es dans le cadre d'une chute, ça va être c'est compliqué, en fait très très compliqué de réellement faire un saut ou un parachute te sauverait, tu vois. Donc moi j'aime bien ce commentaire parce qu'il nous renvoie à ce goal, tu vois, à ce sub-goal, de sauter un jour, à ce but. Et moi c'est vraiment une motivation supérieure dans la vie qui arrive progressivement dans ces disciplines de volume humain, tu vois. Le parapente c'en est une, c'est juste un aboutissement, un prolongement du truc, donc j'ai très hâte d'y être. Et donc ce commentaire me ravit extraordinairement car j'ai très hâte de les rassurer en effectivement portant un parachute et en parlant. Pardon, vas-y, je fais un... Mais non, c'est très rigolo, mais c'est vrai qu'il faut bien préciser, parce que le principe du base jump, c'est quand même de s'éloigner de cette paroi rocheuse ou du gratte-ciel pour vraiment aller le plus loin possible de ce truc qui est un danger, parce que ta voile s'ouvre mal, elle peut t'emmener justement vers l'objet, et évidemment, un corps qui frappe de manière forte et très rapide contre un truc dur, c'est jamais très agréable. Le principe d'une chute, c'est que ça arrive parfois un peu par hasard, genre t'as été surpris par un truc qui casse ou t'as glissé d'un coup, et avoir la présence d'esprit de s'éloigner de l'objet duquel tu chutes dans le cadre d'un accident ou d'une surprise, c'est jamais trop évident. C'est plus un équipement de plaisir, quelque part. Et d'ailleurs, ce sujet-là, j'ai été dans le fief presque du base jump en Suisse, Lauterbrunnen. Ouais. C'est une très belle vallée avec une falaise verticale qui est juste à côté d'un télécabine, donc c'est ultra pratique pour se mettre des tonnes de tirs à la journée, tu vois. Est-ce que du coup tu sautes, t'atterris, tu prends le télécabine, tu ressautes? Exactement, ouais. L'atterrissage est sur le parking de la télécabine presque, et donc tu peux vraiment faire des rotations, tu vois, sans compter, avec un pass télécabine pas trop cher. Ouais, c'est un endroit qui est magique pour tout type d'activité. Pour faire du volume, ouais, c'est bien. Le vol acrobatique en parapente, le speed, le base, enfin il y a des lignes de base, de wingsuit, de plein de trucs par là-bas. Et donc j'y étais pour faire du speed parce que c'est une voile toute petite que j'ai pu, tu vois, prendre dans le sac parce que j'étais en vacances. J'étais pas venu là pour faire ça, mais comme je suis passé de manière fortuite. Voilà, il fallait que j'ai une voile de speed et j'ai pu mettre des runs de speed, mec, magnifique. Donc en gros c'est une line, la voile que je vole pour ceux qui connaissent en speed, et donc ça dive pas mal du tout quand même. Donc ça plonge vers le sol assez rapidement. T'as combien de dénivelé entre le départ et la réception J'ai pas les chiffres exacts. En tout cas, exacts. t'as combien de minutes de vol avant de toucher le sol? Ça va prendre... c'est quoi, 5 minutes? 1 minute. 1 minute? Ouais. Tu vas vite. Ouais. Tu dois avoir 800 mètres de paroi.
vertical, en 1 minute, t'es par terre. En fait, c'est facile. Je suis en haut de la falaise, je fais un barrel. Donc, en gros, c'est comme un costal pour ceux qui font du parcours. Je fais un barrel, 1-3-6, je suis par terre. Ok, ouais. Donc, tu vois, vraiment... Ouais, donc t'es content d'avoir le télécabine qui te remonte de manière très rapide. S'il fallait randonner pour recommencer. 2 heures pour 1 minute de vol. Bon, après, c'est le cas de beaucoup de sauts, tu vois. Mais donc, cet endroit, mec, il est vraiment magique. Et puis, il y a une concentration de personnes qui fait que t'as forcément des potes qui sont là, où tu te fais des nouveaux potes. Et non, vraiment, c'est un lieu d'entraînement. J'ai vraiment hâte qu'on puisse y aller faire du base parce que c'est vraiment c'est un bel endroit. Puis c'est très beau, tu vois. T'es en plein cœur des Alpes suisses, t'as des sommets de partout. Et donc, c'était pas des vacances de parapente, mais j'ai pu, sur le retour, comme je volais vers Lisbonne depuis Bordeaux, je suis passé à Dune du Pilat, mec. Et c'était également les bonnes conditions pour voler. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ah, t'as fait le grand chelem des spots iconiques. Ah ouais, et puis la Dune du Pilat, c'était magnifique. Et donc, ouais, c'est une petite transition, une petite digression pour vous raconter quelque part mes vacances. Ah ouais, non, c'était vraiment chouette ce truc-là. Mais c'est vrai que ouais, pour le mois d'août, moi je suis pas spécialement parti parce qu'on avait énormément de travail pour un gros projet qui arrive, on sait d'ici quelques instants en mode surprise, qui arrive là pour la fin de l'année. Mais du coup, ouais, pas mal de travail. Mais moi je me suis mis, tu vois, des petits runs de moto. C'est le seul truc que je pouvais faire un peu le tour de chez moi, les falaises, training et tout, par rapport à ce rallye du Maroc qui approche très bientôt. Et puis c'était l'occasion aussi de se remettre un peu en forme parce que je t'avoue que c'est très en dents de scie le training. Le training moto est constant, mais la forme physique par rapport à tout ce qu'on a, le peu de temps qu'on a, moi cette motivation qui est très en dents de scie et tout, c'est vraiment il y a parfois pendant 1 semaine je fais plein de trucs de ouf et trop cool, puis pendant 3 semaines le calme plat. Alors je suis pas au point de je deviens obèse et je prends 15 kilos, mais parce que j'ai une génétique avantageuse là-dessus, mais ça pourrait vraiment être ça. Il y a des moments où je suis une loque, c'est assez terrible, donc c'est toujours difficile de trouver le bon timing, quoi. Et si tu veux, moi je trouve ça ultra dur d'avoir une routine sportive parce qu'on n'a pas de routine. Ouais. En fait, on sait jamais vraiment quand on est là ou quand on n'est pas là, donc faire des plans routiniers c'est très compliqué. Ouais. Quand on part en tournage, c'est vraiment pas la priorité. L'énergie, il faut la garder pour tourner, il faut pas la garder pour faire des tractions, tu vois. Oui, et puis t'as pas le temps. T'as clairement pas le temps. Vu qu'on part très peu, quand on part, c'est vraiment 24 heures sur 24, entre guillemets, tournage pour optimiser le temps. Enfin, on préfère partir 4 jours, peu dormir et tout faire rentrer en 4 jours, que de partir 8 jours en mode flex et perdre un peu de temps à droite à gauche, tu vois. Exactement, on a tendance à vachement optimiser les déplacements pour être le plus possible avec la famille quand on est chez nous et très efficace en tournage, quoi. C'était un peu le rythme qu'on a trouvé. Mais tu vois, dans les résolutions de rentrée, je me suis dit, bon, là, on a 32 ans. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai toujours été, à titre personnel, content de ma forme physique, dans le sens où elle était aucunement limitante pour tous les challenges qu'on a pu surmonter. Mais maintenant que tu fais 140 kilos. Non, mais je me suis dit un truc, c'est que j'ai jamais été en mode six-pack de ouf. J'ai été genre plutôt musclé, entre guillemets. 6 packs de bière. Non, je veux dire, par rapport à l'entraînement en grimpe et compagnie, tu vois, j'ai jamais eu honte de mon corps. D'ailleurs, je vous en tartine de partout avec des photos à poil à Sao Paulo. Mais j'ai jamais eu d'abdos en mode six-pack, tu vois. Et je me suis dit... Ça, c'est très génétique aussi, hein. C'est que t'as pas une génétique où de base, t'es quelqu'un de très maigre et tout. Enfin, ça joue aussi beaucoup, tu vois. Comment ça, j'ai pas une génétique? Non, je rigole. Mais je me suis dit, tiens, tu sais quoi, à cette rentrée-là, je vais essayer d'être vraiment athlétique pour au moins, à 32 ans, pouvoir me regarder dans le miroir et me dire, ouais, j'ai des six-packs au moins une fois dans ma vie, tu vois. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai eu des four-packs, j'ai eu des... Tu vois, j'avais des abdos. Mais tu vois, jamais en mode athlète dessiné, tu vois. Ouais, genre secos, quoi. Et je pense que si maintenant, à 32 ans, tu le fais pas, ce sera encore plus dur de le faire après. Ah, c'est sûr que plus le temps passe, plus c'est difficile. Mais je pense qu'il faut aussi que je revoie un peu mon alimentation parce que c'est vrai que je fais moins attention à ce que je mange. Je le sens pas au quotidien parce qu'on fait quand même assez de sport pour tout éliminer, tu vois. Encore une fois, tu vois, pour le six-pack visible, c'est 90% d'alimentation parce que juste avec une activité régulière sportive, t'as ce qu'il faut. C'est très que l'alimentation. Pour les avoir visuellement, parce que tout le monde a des abdos. Après, ils sont plus ou moins cachés derrière de la peau ou du gras. Théoriquement, sinon, si vous aviez des lombaires et pas d'abdos... C'est un muscle, les lombaires, tu vois, je suis aussi nul que ça. Ouais, c'est un muscle, du coup, pour les gens qui se posent la question aussi. Mais non, mais pour les abdos, je pense que c'est juste un truc de... Enfin, si vraiment ton but, c'est d'avoir un six-pack très visible, il faut juste que tu cuttes à mort toutes les graisses, sucre et tout. Tu peux toujours autant bien manger, mais ça va être un peu moins fun. Il y aura un peu moins des sauces, des petits gâteaux, genre des la petits sauce trucs. Soja et tout, ces trucs-là. Ça dépend ce que tu prends, mais ouais, souvent, c'est quand même de l'aliment un peu plus brut, on va dire. Tu sais à qui je vais écrire dans
cette transformation. Il le sait pas encore, donc Annonce. Je pense à un bon pote à nous, Jules Davio, qui faisait du coaching. Qui a un t-shirt coach d'ailleurs. Un t-shirt coach, donc il est forcément coach. On vous mettra son Insta en description, peut-être qu'il est intéressé par ça. Ouais, ou pas du tout. Je sais pas du tout, ça se trouve, c'est plus son truc, tu sais. Mais je vais lui écrire, peut-être ça peut l'intéresser de m'aider là-dessus. C'est vrai que pour parler du bonhomme, c'est un pote avec qui on s'entraînait à Blast, mais qu'on connaît de bien avant. En fait, on l'avait rencontré à Ninja Warrior saison 1, tout simplement. Ouais, okay. Et c'est un gars qui fait plein de sports. Il fait pas spécialement du parcours, mais il est très athlétique, donc il est très fort en street workout, en parcours, en course, en endurance, en soulevé de poids. Enfin, c'est vraiment le mec très complet, quoi. C'est l'athlète super complet. Carrément. Et lui, son taf, c'est d'être coach privé pour des gens. Et je crois que maintenant, il fait ça en Suisse et tout, dans des trucs assez sélects où les gens cherchent vraiment des coachs très balèzes. Et en fait, ce qui est chouette avec lui, c'est que c'est pas un coach purement muscu tu vas faire tel programme de muscu et basta. C'est qu'il amène vraiment la force athlétique. Donc, t'es à la fois stock, mais en même temps, t'es pas juste bon à tirer sur une poulie avec du poids. T'es capable de soulever bizarrement un meuble bancal. Enfin, c'est vraiment de la force utile et c'est très chouette. Et puis, c'est aussi de l'explosivité. Enfin, c'est le programme complet, quoi. Il fait des acrobaties, des équilibres. Une grosse détente. Très bon, très fort. En fait, il soulève très lourd, il saute très haut, il fait des acrobaties très belles, très jolies et il est très complet. C'est un athlète super complet. Peut-être. Et puis je me rappelle qu'on parlait avec lui du régime. C'était quoi celui qui te donne envie de bander tout le temps là. Crétogène, cétogène. Non, crétois. Kétogène. Non, kétogène. Cétogène. Je crois, c'est le truc où t'as ma full testostérone. Là. Pas forcément que j'en ai besoin, mais non, c'était juste pour que tu te rappelles de ce souvenir. Je me souviens, mais c'est quoi? C'est beaucoup de poissons blancs, des œufs, des je sais pas quoi. Je veux dire, je ne connais pas trop en régime. Il a peut-être cette expérience-là qu'il faut que j'aille chercher. Peut-être qu'il faut que je transforme mon alimentation pour finalement avoir des abdos. Je pense qu'il sera très content de te faire un programme sur mesure. Mais tu vois, dans tous les projets qu'on a, est-ce que le projet abdos, c'est pas vraiment le moins prioritaire de tous, parce que je fais la transition tout de suite maintenant qu'on est en train de travailler sur notre livre et que ça, c'est un projet qui est très prioritaire. Tu balances ça comme ça, mec. C'est un nouveau livre. Et qui sort bientôt. Et qui parle pas d'abdos, ou peut-être de manière indirecte, c'est une photo qui s'échappe. Mais... C'est pour investir en crypto-monnaie si ça vous intéresse, c'était vraiment les escrocs. Non, un livre, comment on pourrait le décrire? C'est un livre photo comme le premier, ce n'est pas une suite, ce n'est pas le même livre, c'est un meilleur livre. Voilà. En fait, si tu veux infiltrer, c'était les 10 premières années de la démarche, et là, c'est les 5 dernières quasiment. Dans ces 5 dernières années, quand on y réfléchit, quand on regarde vraiment, il y a eu les plus gros projets qu'on ait pu mener. Entre Buran, Rio. Oui, parce que rappelez-vous, le premier livre, on finissait de l'écrire juste avant de grimper le Christ de Rio. Donc, ce nouveau livre dont on taira le nom pour garder encore un petit peu de suspense, il commence, genre vraiment. Alors, je sais pas encore si concrètement ce sera la première page, mais en termes de chronologie pure, la première page, on est en train de grimper le Christ. Ces 5 dernières années de projet qui ont été fous, donc c'est hyper enrichissant de se replonger dedans. Parfois, il y a des souvenirs un peu plus obscurs, et en fait, l'écriture te ramène à ces souvenirs justement, et c'est un exercice qui est très assez différent. Ingrat parce que très chronophage, mais là je pense qu'on va arriver à avoir vraiment un livre très solide et très artistique. On est en train de bosser avec le compositeur aussi DA, qui a fait plein de trucs dans sa vie sur qui la est coach sportif. Peut-être de nouveau, t'as un mec qui sait tout faire. Qui lui-même a Sixpack, qui est Yann Kornovich, un mec qu'on adore, qui nous fait toute la DA et la maquette du truc. Donc ça va vraiment être à la fois un joli produit et en termes d'écriture très abouti, beaucoup plus que le premier. Ce qui nous avait un peu frustré de le faire avec une maison d'édition, c'est qu'on avait été un peu limité sur les écrits, pas non plus pouvoir raconter tout. Donc là, en tout cas, on va pas se brider parce que c'est nous qui le finançons, c'est nous qui payons l'impression, c'est nous qui allons être dans la merde si vous l'achetez pas. Là, on fait un crédit de l'espace et si on le rembourse pas, on est mort. Là, c'est chaud. Donc, on est mort, c'est pas pour rigoler, je veux dire, c'est pas pour en faire des tonnes, mais c'est vrai que si on vend pas le livre et qu'on peut pas rembourser ce crédit, quand tu vois toutes les clauses, les astérix qu'on a lus, les machins, de toute façon, on ferme la chaîne YouTube et on est endetté à titre perso pour des années, quoi. Là, c'est un pari qu'on fait et on compte sur vous quelque part aussi dans ce pari-là. Comme nous, on s'est toujours donné pour faire du super bon taf et vous avez toujours été au rendez-vous, on n'est pas trop inquiet là-dessus. Comme le premier, toutes les meilleures photos, etc., mais avec beaucoup de texte, beaucoup d'histoire. Le premier, comme tu l'as dit, assez frustrant de pas pouvoir toujours raconter toutes les images. Il y avait pas mal d'images qui étaient juste là en mode voilà l'image. L'avantage de cet exercice d'écrire un livre, c'est que tu peux mettre plein de trucs qui sont pas dans les vidéos parce qu'on n'est pas limité de devoir illustrer avec de la vidéo tout ce qu'on raconte. Donc c'est assez chouette de faire ça. Il y aura plus de pages que le premier livre, donc il sera un peu plus conséquent. Plein de chapitres, le fait d'être en 100% indépendant
il n'y a plus de limitation. Donc si on veut faire un truc qui nous tient à cœur, on le fera. On ne sera pas avec quelqu'un au-dessus qui dit non, un livre doit se faire de telle manière. Là, on fait ce qu'on veut. Et l'idée en termes de sortie, alors on n'a pas de date précise parce qu'il est encore en cours de finalisation. Mais l'idée, c'est qu'à Noël, il soit dispo. Donc je pense qu'à partir de mi-novembre, peut-être qu'il sera disponible à l'achat. Ouais, ça va être ça. Normalement, on vise une sortie pour mi-novembre, absolument. J'espère qu'il n'y aura pas de retard. En tout cas, tout est sur les clous. On a trouvé un imprimeur français en plus, donc on est super content. Alors là, le produit, tout est fait en France. L'arbre est français également. Si tu veux. L'arbre qui ouais, donne le papier. Ouais, tout, intégralement. Stylé. Donc là, et en fait, la raison pour laquelle on peut faire en France avec des coûts de production qui sont acceptables, c'est qu'on fait un gros volume. C'est qu'on a assez confiance en vous pour se dire, allez, ils vont être nombreux à l'acheter, on s'endette, on fait un gros volume, mais ça nous permet de faire français, ça nous permet de faire ultra qualitatif. Ce sera, si tu veux, c'est pas un livre de youtubeur, c'est un livre d'art. C'est l'un des plus grands imprimeurs qui fait pour tous les photographes, à Arles et compagnie, qui s'occupent de ça. Et donc, ça va vraiment être un beau produit. Là. J'ai hâte. Toute confiance. Bon, on vous l'a quand même beaucoup teasé. Là, il nous reste encore beaucoup de travail là-dessus. On a vraiment hâte que ça sorte. Ouais, non, ça va être magnifique. Mais tu vois, moi, j'aime bien les stats et les chiffres précis, comme je le dis à chaque fois. Mais quand je regarde tous les rails, on va dire tous les canaux, tout est mieux que le premier. Et le premier, déjà, tu vois, je l'ai encore feuilleté il y a quelques jours pour qu'on se dise, attends, est-ce que ce truc-là, on avait parlé? Ah non, ok, on peut le raconter tout trop bien. Et donc, trop chouette d'avoir tout en mieux, des meilleures pages, plus d'histoires. Et puis, encore une fois, c'est 100% inédit. On va pas recycler ce qu'on vous a déjà raconté dans le premier livre. Là, on est sur de l'aventure inédite de A à Z. Ce que j'adore avec l'exercice du livre, et c'est surtout le reprendre quelques années après, tu vois. Et bon, du coup, je pense que vous aussi, ça vous fait ça, mais vous vous rappelez un peu de tous les projets qu'on a pu mener, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il y a ce côté un peu réel du livre, et t'apprécies la photo encore bien différemment que sur un écran. Et je trouve que pouvoir se balader dans toutes ces histoires avec un ressenti physique, c'est encore une expérience différente que tu vois en digital comme ça. Et je trouve que c'est cool d'avoir un objet qui fait un peu trace, les diffuser comme ça. Et donc, bref, j'ai super hâte que ça sorte. On est aussi en train de penser tout un truc pour aller à votre rencontre. Donc, c'est beaucoup de chantiers en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de routines sportives. Mais peut-être le six-pack un jour. Mais oui, c'est vrai que le premier livre, maintenant que tu me le dis, ça me fait penser à ça, qu'on avait été beaucoup frustrés de ce côté-là. Mais alors là, c'est pas la faute de la maison d'édition. C'est que c'était en pleine période post-Covid et qu'en fait, toute la tournée des villes, des machins pour faire des dédicaces, vous rencontrer, tout était fermé, annulé parce que jauge Covid, parce que il y a peut-être un troisième confinement, on sait pas trop. Et je crois qu'on avait fait que 2 rencontres à Paris. Et du coup, on trouvait ça un peu dommage de pas passer du temps avec vous parce qu'à chaque fois que ce soit les avant-premières ou là pour le premier livre à l'époque, c'est trop bien de vous écrire un petit mot, pouvoir échanger sur les photos que vous avez préférées, les aventures. Prendre le temps, donc, quoi. Ouais. Tu vois, vraiment prendre le temps. Ce qu'on avait pu faire un peu à l'expo de en décembre dernier. Ouais. C'est un peu l'idée, si vous voulez, de faire une expo un peu itinérante où ça crée comme ça des lieux de rencontre où je vais tout dévoiler de cette stratégie, tu vois. On va nous piquer l'idée, on va piquer nos photos et quelqu'un va exposer à notre place. C'est pas à notre place. Et donc ça va être très chouette, c'est en place, c'est en chantier. Et donc là, et ça, c'est vraiment l'exclu pour vous, parce que la vraie annonce officielle grand public qu'on fait, YouTube, ce sera sur la chaîne Hit the Road et c'est prévu pour octobre, je crois, quand on l'annonce vraiment officiellement. Donc là, c'est pour les vrais qui restent, tu vois, longtemps dans l'épisode, qui écoutent tout de A à Z en allant marcher dehors, promener le chien ou prendre la route. Voilà, vous avez un peu l'exclu de c'est quoi le projet secret du moment en cours de finalisation. Et si tu veux, j'aimerais conclure cet épisode car il a été tourné dans le van, cette fois contrairement à la Duster classique avec le petit néon qui est plan à l'arrière. Et donc ce van qui était en plein aménagement, si tu veux, pour en faire un van de l'extrême qui nous permettra de faire de la bécane, du parachutisme, du paramoteur et tout. Et ben en fait, j'ai voulu lui faire une peinture Raptor que j'ai sélectionnée bien beige, qui est sortie jaune Laposte. Non, je rigole. En vrai, en photo, ça rend très jaune. Et de visu, c'est quand même beaucoup plus mat, beaucoup plus élégant. Rassure-toi comme tu peux. Je dois un peu faire mon deuil de cette couleur qui est mal sortie et je me console avec 2 choses. Que finalement, le dinosaure, le ptérodactyle, était aussi un jour un poussin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait kaki. Kaki, ça fait mec qui se prend au sérieux et tout, l'armée, tu vois. Je voulais le faire beige sable pour que ce soit un peu camo, mais finalement, il ressort jaune et c'est un peu une leçon de pas trop se prendre au sérieux, tu vois. C'est cool un van jaune poussin aussi, tu vois. Et
également, ce qui me ravit, c'est que maintenant que vous voyez un camion à la poste, vous avez désormais l'incertitude que ce soit pas Hit the Road. Est-ce que c'est Hit the Road? Ça, c'est beau. Est-ce que c'est Hit the Road qui me livre mon livre que je viens d'acheter? Tu sais quoi, non, c'est la Poste. Avec un van comme ça, on fera quelques livraisons. Ah putain, ouais, ça peut être rigolo. Je m'engage à faire quelques livraisons avec le van. Ah, ça peut être très drôle. Mais du coup, il faudrait coller, alors pas pour toujours parce que ça va être chiant, mais un cycle, la Poste ou alors un jeu de mots, tu vois. Ouais, ou alors la Pouste. Ouais, on trouvera un petit twist à cette histoire. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura ravi, vous aura occupé pendant un cours de sport et compagnie. Comme on dit d'habitude, pensez à vous abonner sur toutes les plateformes. Je vais laisser Clément faire la conclusion parce qu'il le fait vachement bien. Qu'est-ce qu'il est corpo? La seule conclusion, c'est le truc de l'abonnement et je sais que tout le monde dit ça et que c'est pénible, mais comme vous le voyez, on a des invités de plus en plus qui nous font confiance sur Keplan et nous vraiment le but à terme, donc dans l'année qui va se terminer là et puis pour 2026, c'est de ramener beaucoup plus d'invités, parce que c'est ça qui est marrant en fait, c'est de pouvoir échanger sur plein de sujets, que ce soit le sport mais même au global. Jusqu'à présent, c'était quand même des créateurs de contenu parce que on était à même de les rencontrer dans le cadre de nos vidéos YouTube. Mais voilà, on a plein de sportifs qui sont chauds pour venir, d'autres qui se tâtent encore. Il y a une figure du parcours qu'on a beaucoup envie d'avoir ici et qui peut être chaud. Mais tout ça, souvent, c'est con, mais c'est les chiffres. Et malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, les gens regardent les chiffres, que ce soit le nombre de vues, le nombre d'abonnés, pour est-ce que ce truc-là est sérieux? Est-ce que vraiment il y a des gens qui écoutent, qui regardent? Donc ça a du sens. Donc le fait que vous vous abonniez, ça rajoute un petit chiffre en plus qui donne un côté encore plus crédible finalement à cette émission, à ce podcast. Donc comme d'habitude sur YouTube, l'abonnement c'est l'essentiel pour nous. Et puis sur les plateformes d'écoute classiques, Spotify, Deezer, Apple Podcast, les 5 étoiles. Et d'ailleurs j'étais très surpris parce que dans le classement Spotify, j'ai regardé par curiosité les notes de trucs un peu connus avec vraiment des youtubeurs qui sont là depuis toujours. Et niveau nombre de votes sur Spotify, je crois qu'on est à plus de 1000 et c'est beaucoup plus que des mecs qui sont là en place depuis des années. Merci la commu engagée les gars, ça fait merci plaisir. beaucoup. Les merci gars, beaucoup. les filles, tout le monde. Donc voilà, tout le sur monde. ce, plein de bisous. Ouais, on vous embrasse. Et à dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Ciao.